Choisir une enduro de 110 kg pour la muter en un trail léger est un parti pris radical, sachant qu'à la base, ce type de moto n'est pas fait pour ça. Avec Jacques et sa KTM EXC de 2012, nous allons partager nos choix pour rouler léger en tout terrain. Tout ce que vous allez rajouter ou pouvoir rajouter augmente le poids et il faudra être extrêmement précis sur chaque accessoire sélectionné en vue d'améliorer en particulier l'autonomie, le confort, les suspensions, mais également la transmission, la navigation, la bagagerie, bref, tout un programme. Allez, c'est parti! Sur ce modèle qui est un KTM de 2012, un 508 XC, il y a deux choix de réservoir qui se présentent, ou un 15 litres ou un 20 litres, chez Aservice. Et moi j'ai fait le choix de prendre le 20 litres. Pourquoi? Parce que qui peut le plus peut le moins, donc plus on a d'autonomie, mieux c'est. J'aime bien être serein en sachant que j'ai plus de 450 km d'autonomie. L'autonomie est le premier sujet à traiter parce que la capacité de 9 litres livrée d'origine, c'est bien trop peu. Sur ma Husky de 2020, avec les modifs de cadre qui ont été faites à partir de 2020, les solutions sont effectivement peu nombreuses. Le modèle de réservoir le plus gros possible est le 17 litres du fournisseur américain IMS qui donne une autonomie de 340 km. C'est déjà bien. Attention, le 17 litres IMS est très difficile à trouver en Europe, seul Greenland MX le fournit. Pour le montage de ce réservoir sur la Husky, il y a quand même plus de 60 opérations à faire. Voyez ma vidéo sur ce lien. Alors pour le confort, sur ce genre de moto, disons qu'à l'origine déjà c'est assez spartiate. Donc j'ai déjà commencé par le poste de pilotage en mettant des poignées mousse grip rallye. Ce sont des machines qui ont quand même tendance à vibrer, donc plus de vibration dans les mains. Deuxième chose, c'est les points d'appui. Donc j'ai opté pour des cale-pieds Boss Lepeg, des versions rallye. Ils sont rabaissés de 20 mm. À la base, cette moto se pilote debout et la selle devient rapidement un problème au niveau du confort. Pour augmenter le confort, j'ai fait adapter par Bria Sellerie à Chambéry la selle d'origine avec du Bultex et développer une forme plus large, type site concept, autorisant des parcours assez réguliers. Et c'est beaucoup mieux par rapport à la selle d'origine. J'ai aussi installé des pontets caoutchouc pour atténuer les vibrations et également les poignées mousse, comme Jacques d'ailleurs. De plus, j'ai fait installer des ressorts plus durs que ceux d'origine, aussi bien pour la fourche que celui de l'amortisseur arrière, pour prendre en compte mon poids, mais également le nouveau réservoir, les bagages pour le voyage et tous les autres accessoires. Alors sur une machine d'enduro d'origine, la roue arrière, la couronne est fixée en prise directe sur le moyeu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun amortissement. Pourquoi? Parce que c'est des machines qui sont destinées à faire du tout-terrain. Et quand on ouvre les gaz, et même si la roue patine, le sol est meuble, donc ça tire moins sur la transmission. J'ai cherché pendant un moment à avoir une roue à amortisseur de couple comme il y a sur les trails. Et il y a un fabricant qui est chinois, qui est distribué par une boîte finlandaise qui s'appelle VMX. Et qui fait énormément de roues comme ça pour des machines d'enduro, entre autres spécifiques pour la 508 XC. Et l'avantage, c'est que j'ai un moyeu qui est ici avec amortisseur de couple et avec des tampons élastomères. Ça veut dire que quand je roule sur la route, déjà j'économise mon kitchen, j'économise ma boîte, la transmission est soulagée et je n'ai aucune différence de motricité en tout terrain que si j'avais une roue spécifique enduro. Le constructeur chinois dont parle Jacques, c'est KKE et l'on peut commander directement en Chine. Mais attention aux frais de douane et autres taxes. Mieux vaut passer par VMX qui est distribué en France par FX Motors. Il y a aussi dans le haut du panier les Hans Wheels des Pays-Bas qui ont en plus les fameux cercles de jantes Excel qui renforcent la roue. Certainement bien pour de l'enduro extrême, mais pour des sorties trail, VMX semble un bon choix avec le prix le plus bas en Europe. Alors pourquoi un Reclus? Déjà pour gagner en confort.
Donc on passe ses vitesses comme sur une moto normale, donc on se sert de son embrayage. La seule différence, c'est quand vous vous arrêtez, vous n'êtes pas obligé de vous mettre au point mort. Vous restez en première engagé ou en seconde engagé. Là, vous lâchez votre embrayage et la moto ne calera pas. L'avantage premier, c'est que quand vous êtes dans une montée, vous gardez votre main sur la poignée de gaz, vous avez juste à ouvrir et à fermer, l'embrayage fait le reste. Vous n'êtes pas obligé de toujours vous servir de votre main gauche pour pouvoir embrayer, débrayer, mettre du gaz, se servir de ça pour pouvoir passer des zones techniques. Par contre, je précise toujours bien qu'il faut quand même passer ses vitesses et rétrograder à l'embrayage. Ce n'est pas une boîte automatique. Et je dirais qu'il y a aussi un léger inconvénient, c'est-à-dire que le fait d'avoir toujours le moteur en prise, même quand vous n'utilisez pas votre embrayage, vous n'avez plus de frein moteur. Donc en descente, si vous êtes en seconde, votre moto elle va descendre comme si vous aviez un vélo. Pas de frein moteur. Sauf que pour avoir du frein moteur, il est possible d'en avoir à condition d'ouvrir les gaz. Donc il faut prendre l'habitude en descente de, au lieu de couper les gaz, vous ouvrez et là le moteur va se remettre l'embrayage va reprendre au niveau du moteur et va couper l'avance de la moto. Pour être complet sur ce chapitre confort, il faut parler de la transmission. D'origine, les 500 sont livrés en 14,50, mais on peut tout à fait mettre un pignon de sortie de boîte de 15 dents pour du 15,48 par exemple, qui augmente la vitesse finale et l'agrément sur route. D'autres comme moi préfèrent le 14,52, ma Husky devient un véritable tracteur, démarre en côte très facilement, mais c'est vrai que sur route, il faut monter les vitesses à la volée pour arriver à une vitesse acceptable. Sur une enduro, on a très peu de place sur le guidon pour ajouter des accessoires et en particulier le système de navigation. J'ai opté pour ma part pour une tour 4K Parti Speciali, fournisseur italien revendu en France par mon ami Arnaud de chez Mecastor, parce qu'elle est livrée avec 2 prises USB, un contrôleur de niveau de batterie et un support GPS, ainsi que 2 très belles optiques phares qui éclairent vraiment par rapport à l'origine. Et en plus, c'est la moins chère sur le marché. Alors c'est vrai que d'origine, avec la petite plaque phare et d'origine, on ne peut pas y mettre grand chose. Moi je suis passé par un fabricant portugais qui s'appelle Adventure Mankev, je lui fais un peu de pub. Il est vraiment top, c'est un artisan qui faisait ça au départ, maintenant qui s'est quand même un peu plus développé, qui fait des tours. Le gros avantage c'est que le screen qui est là est totalement démontable et il y a différentes tailles. Voilà, donc le taille large, donc ça c'est dédié au voyage. Là-dessus, 2 phares de 40 watts, je peux vous dire que ça éclaire, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. La tour est faite de façon à ce que l'on puisse intégrer un GPS ou un support de téléphone smartphone avec Osmond Plus. Ça va très superbement bien, c'est parfait. On a une prise USB qui est là avec un interrupteur. Pour me décider, j'avais fait une sélection de différents fabricants et on retrouve le fournisseur portugais sélectionné par Jacques. Le tarif de 4K Parti Speciali est particulièrement attractif. Dans cette sélection, il n'y a pas de tour rallye type rat de garage. Ce type de tour rajoute un poids conséquent sur l'avant de la moto, ce qui ne semble pas nécessaire pour du trail adventure. Light is right. Pour la navigation, je trace sur Visu GPX et je suis la trace sur le terrain avec Osmond. Au départ, comme Jacques, j'utilisais un smartphone de chantier dédié de marque chinoise Blackview, mais je suis passé à la tablette Oukitel RT3 et ça donne une bien meilleure visibilité de la trace. Motoboxer a développé un support dédié pour cette tablette. Ayant perdu la tablette 1 ou 2 fois déjà, j'ai été obligé de renforcer le système de fixation de la tablette avec un élastique type Rammont, la vis de serrage ayant tendance à se dévisser avec les vibrations. Alors beaucoup de gens se posent des questions sur un enduro qu'on convertit un petit peu en dual sport et se dire oui mais les révisions, les vidanges ça va être tous les 500 km, tous les 50 heures, toutes les... alors
Il y a deux écoles. Il y a celui qui fait de l'enduro pur avec du franchissement et de l'enduro hard avec sa machine. Et là, il suivra le plan d'entretien du constructeur. Pour ma part, j'utilise ma moto complètement différemment. Voilà, je ne fais pas de franchissement, je ne lui tire pas dessus en fond de 2. J'ai une utilisation beaucoup plus soft. Sur ces 500 KTM, à savoir que de 2012 à 2016, elles ont été livrées avec une capacité d'huile d'1,5 litre d'origine. Personnellement, je fais mes vidanges tous les 2000 à 2500 km quand ce n'est pas 3000. Vous mettez l'huile préconisée par le constructeur, entre autres là-dessus c'est de la 1060. Vous pouvez rouler 2500 km sans aucun problème. Sur ma Husky de 2020, la capacité d'huile moteur est de 1,2 litre. Les 500 sont passés de 1,5 à 1,2 en 2017, comme l'a dit Jacques. J'ai opté pour le Carter Rhino, vendu par Nomad ADV, pour revenir à une capacité de 1,5 litre. Attention, pour toute commande chez Nomad ADV, soyez patient, il faut compter au moins 2 à 3 mois. Avec ce Carter Rhino et 1,5 litre d'huile en mode balade voyage, je fais les vidanges, comme Jacques, tous les 2005 km, avec une huile encore claire à la sortie. Attention, il y a une petite vis sous le carter qu'il faut dévisser pour bien vider complètement le carter lors de la vidange. Par contre, une chose, la plus importante sur un moteur, à mon avis, c'est la filtration. Si vous pouvez avoir la meilleure huile du monde, c'est que vous avez un filtre à air pourri, vous allez flinguer votre moteur. Moi, pour ma part, j'utilise le filtre mousse Twin Air avec un bonnet anti-sable. Tous les 2 jours à peu près, je regarde et puis je regarde s'il n'est pas complètement obstrué, mais généralement ça ne tient pas facilement 4-5 jours. Ou alors j'utilise ce type de filtre. Ça, c'est des filtres FWF. C'est des filtres hérissons comme ça là. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre un bonnet anti-sable. Ce sont des filtres à air utilisés pour le touquet. Et là, vous pouvez rouler 5 jours en pleine poussière, votre filtre. Ce sera nickel. Donc si vous voulez garder votre moteur, il faut d'abord plus se soucier de la filtration plutôt que de l'huile. Avec ce réservoir IMS, je peux mettre différentes sacoches de réservoir de chez Mosco Moto. Soit le petit gnome qui inclut une poche à eau de 1,5 litre amovible et de nombreuses attaches de serrage qui me semblent d'ailleurs peu utiles, soit le Hood 5 qui a une capacité de 5 litres et qui est lui 100% waterproof. Je l'ai testé en Islande et je peux vous dire que c'est 100% waterproof, je confirme. Les deux se montent sur la moto avec les mêmes lanières posées en permanence et c'est interchangeable de l'un à l'autre. Pour l'arrière, j'ai des Mosco Reckless 10 litres pour les petites sorties. Très facile à mettre en place sur la moto avec 2 lanières acérées du côté du cadre. Un grand merci à Aloïs qui m'a donné lors du tournage ce petit anneau bien pratique pour ne pas cramer la lanière de la sacoche côté pot d'échappement. Et pour finir, sur l'arrière de la moto, j'ai viré les lanières pour le nouveau Noblin. Voir ma vidéo de montage sur ce lien. Alors là, il y a une boucle arrière qui est en aluminium, donc qui peut supporter du poids. Donc ça, c'est un bagagerie Mosco 40 litres que je mets comme ça, directement. Là, j'utilise à l'arrière, je mets les 2 crochets livrés avec les bagages qui sont Mosco. Là, ici. Là, je mets un sac de 30 litres. Ici, j'ai 20 litres. Ça fait, en tout, j'arrive à 40 litres au total maximum. Pour moi, il n'y a rien de mieux pour l'instant. Sur une machine comme ça, je voulais pas de porte-bagages, des valises sur le côté. C'est du poids, c'est de l'encombrement, c'est la galère. Voilà, là, c'est tout à portée de main. Pour embarquer plus lourd, il faut mettre un porte-bagages et des solutions existent. Nomad ADV et Tusk proposent plutôt un genre porte-paquet décentré, pas sûr que cela supporte un Mosco 80 litres. Les fournisseurs les plus sérieux, Globetrotter et True North Moto, tous les deux américains, proposent un système qui repose en partie sur le cadre au niveau de la batterie et très bas sur le cadre au niveau des repose-pieds. Seul True North Moto propose ce rack pour la Husqvarna et celui-ci pèse à lui seul 8 kg. Et ça coûte un bras pour faire venir le produit en France, sans compter les frais de douane et les 20% de taxes.
Le poids, le coût, finalement, est-ce bien nécessaire dans une approche light is right? En fait, je me débrouille sans. Voici une liste des modifications et ajouts les plus importants sur la KTM et la Husqvarna avec les tarifs proposés à titre indicatif. C'est quand même un budget à considérer. Jacques et moi avons trouvé notre 500 en occasion, ça aide quand on fait des ajouts, quand on voit le prix du neuf aujourd'hui. J'en profite pour dire que ni Jacques ni moi ne sommes sponsorisés par un quelconque fournisseur. Comme dit Thierry Catoche, les 500-501 Enduro sont d'excellentes machines et modifiées pour le voyage, elles s'avèrent idéales avec un poids plume permettant d'appréhender les difficultés avec sérénité. En fait, elles passent partout avec brio. Le pilote se trouve meilleur, c'est quand même très agréable. Pour ma part, voyager sur ce type de moto enlève toute appréhension lorsqu'il faut prendre n'importe quel chemin. Alors, lighter is better, bon ride et à bientôt!